Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Et ce soir, j'ai la grande joie et le plaisir de recevoir Jacques Sapir, un de nos grands économistes, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, directeur aussi du CEMI, du Centre d'études des modes d'industrialisation, auteur de nombreux ouvrages que je ne vais pas tous citer, je vais me contenter du dernier, du plus récent, qui est déjà épuisé, mais en cours de réimpression, et qui s'appelle La fin de l'ordre occidental, avec un point d'interrogation à la fin, aux éditions Perspectives Libres. Donc, Jacques, vous êtes un économiste, on va dire, non orthodoxe, oui, pour dire le moins, oui. pour le dire, voilà, sur le ton d'Alitot. Vous êtes un critique connu, enfin ancien, des politiques économiques et monétaires de l'UE, notamment. Vous êtes connu non seulement, bien sûr, en France, mais à l'étranger, comme quelqu'un qui a une vue libre et large des questions stratégiques et de défense, de manière justement large, et pour votre expertise du monde russe. J'y viens. Voilà, et parce que vous suivez tout cela depuis des décennies, vous publiez une note confidentielle très intéressante, une note de conjoncture. Et c'est cette expertise du monde russe ancienne, mais au plan économique notamment, qui m'a fait avoir envie de vous avoir ici, parce qu'on peut dire qu'on ne brille pas par le nombre de nos spécialistes en la matière. Véritable spécialiste de la Russie, d'ailleurs, on est assez maigre en cela, à part, bien sûr, les soi-disant experts de plateau, de circonstances, les idéologues de tout poil, enfin bref, qui nous ont plutôt, jusqu'à présent, en termes d'analyse, mis dans le mur, on va le dire. Hein. Donc, comme le président Trump est à quelques jours de son investiture, qui a un vent de panique quand même assez perceptible, je trouve, dans les médias mainstream et un peu partout d'ailleurs, parce que c'est un peu le grand saut dans l'inconnu pour les Européens, que tous ces gens vont devoir opérer, sinon des retournements stratégiques, pas seulement de veste, mais d'idées, et peut-être se mettre au diapason du réel, et de la marque que va imprimer ce nouveau président américain, qui évidemment ne peut pas nous laisser indifférents. Et surtout, ça va peut-être changer le cours des choses en Ukraine. Et moi, j'appelle cela de mes voeux depuis fort longtemps. Alors, vous nous direz ce qu'il y a à espérer, d'ailleurs, de ce changement d'homme, ou si nous allons juste avoir une variation sur un même thème, parce qu'on sait aussi que la politique américaine, elle obéit à de longues tendances, de longues contraintes aussi, des fondamentaux, comme on dit, et que voilà, c'est pas si simple de tout changer, même si on le souhaite. Donc, je suis contente de vous avoir parce que je veux qu'on parle d'un sujet très important dont on ne parle jamais, sauf pour dire à peu près n'importe quoi, de mon point de vue, c'est la compréhension de la réalité de l'état réel de l'économie russe. Parce que c'est très important pour bien évaluer ce qui va se passer maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ne pas faire, selon les scénarios empruntés. Parce que, bon, depuis 3 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, dans le cadre de la guerre des narratifs, on va appeler ça comme ça joliment, de la guerre, de la vraie propagande, à vrai dire, de guerre, puisqu'il fallait vendre la guerre aux Occidentaux, il fallait leur expliquer que l'Ukraine pouvait gagner militairement ce conflit. Bon, il fallait tout ça. On a raconté à peu près tout et n'importe quoi sur l'économie russe, sur le thème c'est toujours une économie strictement de rente, c'est un désastre économique et social. Aujourd'hui, on nous parle énormément d'inflation, on nous parle d'une économie qui ne s'est jamais diversifiée, on nous a longtemps expliqué qu'on allait mettre l'économie russe à terre, enfin bref, ça serait toujours finalement la station essence et gaz, avec hein, voilà. Et puis alors, au plan militaire, n'en parlons pas, on nous a expliqué que les Russes étaient contraints, n'est-ce pas, d'aller chercher les pièces de rechange dans leur électroménager pour aller remettre à neuf leurs missiles. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, c'est un florilège des délires. Bon. Mais moi, je voudrais bien qu'on fasse un point sérieux avec tout ce que vous savez, comprenez et observez
Voilà, qu'en est-il? En fait, ce sera ma première question. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui décrire l'état réel de l'économie russe et de ses perspectives aussi, puisque ça va vraiment avoir une conséquence sur l'avenir du conflit? Il y a trois choses qu'il faut commencer par dire. Première, c'est que l'économie russe a résisté aux sanctions. Ça ne veut pas dire que les sanctions n'ont pas eu d'effet, mais elle a résisté à cet effet des sanctions. Deuxièmement, c'est une économie qui est en pleine croissance, avec des taux de croissance qui sont actuellement, enfin pour 2023 et pour 2024, très au-delà des taux de croissance occidentaux. 3,6% pour 2023, probablement 3,8, 3,9%, il y a encore une petite incertitude pour 2024. Et puis, c'est une économie qui est en train de changer. D'une certaine manière, la guerre en Ukraine, alors je sais que les autorités russes ne veulent pas qu'on utilise ce mot, mais il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, quand on voit le niveau de violence sur le terrain, c'est bien d'une guerre dont il s'agit. Eh bien, cette guerre en Ukraine a obligé les responsables russes, les dirigeants russes, à prendre des mesures que mes collègues économistes de l'Académie des sciences et moi-même, nous appelions depuis plus de 10 ans, si vous voulez. L'Académie des sciences russes. L'Académie des sciences russes. Bon, et qui ont effectivement donné d'excellents résultats. Alors, reprenons un petit peu. C'est une économie qui a surmonté le choc des sanctions. Parce qu'il y a eu choc. C'est absolument indiscutable. Ce choc, il a été le plus évident, grosso modo, de fin mars, début avril 2022 jusqu'à fin juin, début juillet 2022. Bon, voilà. Ça, c'est la période où l'activité économique, la production industrielle recule de 4 à 5%. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle était fin 2021, début 2022, dans une croissance de l'ordre de 3, 3,5%. Donc ça veut dire que le recul total, c'est pas juste 4 à 5%, c'est plutôt de 8%. C'est la bascule entre la trajectoire du début 2022 et la trajectoire telle qu'elle est fin juin 2022. Bien. Mais il y avait déjà des sanctions, pardonnez-moi, oui, tout à fait. Avant. Tout à fait, enfin, tout depuis à fait. La Crimée, depuis tout à fait. 2014. Et je vais d'ailleurs revenir sur cette question. Et ce que l'on a vu, qui nous a d'ailleurs surpris, mes collègues et moi, sur cette question, c'est que l'économie russe a récupéré de ce choc beaucoup plus vite que ce que nous pensions. Nous attendions à une récupération, mais c'était une récupération que l'on voyait plutôt se produire à partir de la deuxième moitié de 2023. C'est-à-dire qu'on pensait que pendant un an, il y aurait l'ampleur de ce choc. Or, l'économie russe s'est adaptée à cette situation beaucoup plus vite et pour plusieurs raisons. Alors, première raison, très clairement, ça a été des mesures qui ont été immédiatement prises par le gouvernement russe, donc par l'État, qui semble bien avoir anticipé la possibilité de telles sanctions de la part des pays occidentaux. J'en veux pour preuve le fait que dès début mars, dès le 8 ou le 9 mars, ils font voter à la Douma une loi cadre qui permet au gouvernement de prendre toute une série de mesures de soutien à l'économie. Donc c'est extrêmement rapide. On a l'impression que cette loi, elle était en fait dans les tiroirs et que dès qu'ils en ont eu besoin, bon, après, on sait, ils peuvent faire passer une loi en 3 jours à la Douma. Donc ça a été très rapide. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la Russie n'a jamais été isolée. Et ça, c'est un fait tout à fait évident. Bien sûr qu'elle a dû s'adapter, elle a dû changer de client pour son énergie, en partie, et changer de fournisseur, là, nettement plus, en se tournant vers des pays asiatiques. Mais si on fait le compte des pays qui appliquent les sanctions, ils représentent, grosso modo, autour de 40 à 45% de la production mondiale.
Alors oui, ça peut être important pour certains produits, en particulier. Hein, il y a des produits qui restent plutôt fabriqués dans des pays occidentaux, mais globalement, les pays occidentaux n'ont plus la maîtrise de l'ensemble de la production mondiale. Ils ne l'ont plus depuis environ 20 à 25 ans. Bien. Donc, il y a ce... Et je dirais le troisième élément, et c'est l'élément qui, d'une certaine manière, explique la rapidité de la récupération, c'est que les industriels russes, les chefs d'entreprise russes, ont vécu le départ des sociétés occidentales comme une opportunité fantastique. Et ils se sont dit, les Occidentaux partent, c'est fantastique, nous allons prendre leur place. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un mouvement de développement de la production, parce qu'il y a plein d'entreprises qui se sont dit, on va occuper toutes les niches qui étaient occupées par les entreprises occidentales, alors que ce soit des entreprises occidentales qui produisaient en Russie, ou que cela vienne des importations occidentales. Ces trois phénomènes ont fait que la production industrielle commence à remonter à partir de juillet 2022. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi à ce qui s'est passé après la fin du Covid, enfin la sortie de crise du Covid, qui avait été aussi l'occasion d'un premier rebond d'une certaine manière? Oui, même si l'économie russe, là, si vous voulez, a reculé de manière très faible par rapport aux économies occidentales, oui, c'est clair, il y avait... l'économie de la Russie était déjà sur une tendance de forte croissance, mais, et je voudrais insister là-dessus, on a justement un basculement de cette tendance de croissance vers une situation de dépression qui culmine fin juin, donc fin du deuxième trimestre, qui est quand même impressionnante, hein, car il faut ajouter au moins 5%, les 3% que faisait, ou même plus, les 3,5% que faisait l'économie russe avant, donc ça fait à peu près 8,5-9%, bien. Et à partir de juillet, l'économie russe redémarre. On voit que l'écart entre la production du mois, parce que en statistique, on compare toujours un mois avec le même mois de l'année précédente, ce qu'on appelle un calcul en glissement. Bon. Eh bien, on voit que dans ce calcul en glissement, les taux de croissance se rapprochent des 100%, c'est-à-dire que l'économie russe revient progressivement au niveau des sanctions, au moment où elles ont été décrétées, puis, à partir de mars 2023, elle passe au-dessus et elle se met à accélérer très rapidement. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est tout à fait particulière et qui explique pourquoi l'économie russe est actuellement sur une pente de forte croissance. Donc ça, premier point. Deuxième point, c'est quoi l'effet résiduel des sanctions? Alors cet effet résiduel des sanctions, il n'est pas tellement en termes d'accès à des productions. Pratiquement toutes les productions occidentales ont été substituées en Russie, alors soit par des productions russes, soit en trouvant d'autres pays qui voulaient bien vendre à la Russie. Et de ce point de vue-là, alors évidemment il y a la Chine, dont tout le monde parle beaucoup, et on voyait d'ailleurs dès septembre 2022 que les exportations chinoises s'accroissaient très fortement. Mais il y a deux pays dont on parle beaucoup moins, l'Inde, qui vend à la Russie toute une série de produits, et la Malaisie. Alors pourquoi la Malaisie? La Malaisie, dont on apprend qu'elle veut adhérer aux BRICS, qu'elle est maintenant pays partenaire officiel des BRICS, cette nouvelle catégorie qui a été créée lors du sommet de Kazan, qu'elle veut, qu'elle insiste
les dirigeants de la Malaisie ont une manière bien particulière de frapper à la porte. C'est du genre un message envoyé par le roi, mais c'est un royaume, il ne faut jamais l'oublier, puis message envoyé par le Premier ministre, bon voilà. Grosso modo, oui, on est très heureux d'être un pays partenaire, mais en fait, ce qu'on veut, c'est adhérer au rythme. Bon. La Malaisie, c'est quoi? C'est plus simplement du caoutchouc et du pétrole, ce qui était traditionnellement les productions de la Malaisie. La Malaisie, c'est devenu, depuis 10 ans, l'un des grands producteurs de semi-conducteurs au niveau de la planète. Elle produit 6% de la production mondiale. Et c'est ce pays qui veut rentrer dans les BRICS et qui, évidemment, dit, bah oui, nous allons vendre, il n'est pas question pour nous d'appliquer les sanctions, nous allons continuer de vendre à la Russie. Bon. Donc il y a ça. Mais, certaines de ces ventes sont plus chères. Pourquoi? Parce qu'il faut, par moment, monter des procédures de contournement, soit des mesures de contournement géographiques, on passe par des pays tiers, la Turquie, par exemple, mais aussi l'Arménie, la Géorgie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a un gouvernement pro-russe actuellement en Géorgie, l'Ouzbékistan, etc. Ou alors, il faut monter des systèmes financiers de contournement pour éviter les sanctions financières prises par les États-Unis et par l'Union européenne. Bon, tout ceci se fait, mais ça coûte. Et donc, on peut penser que sur une partie des importations russes, probablement 40%, il y a un surcoût de 15 à 20%. C'est ce qui explique une partie de l'inflation actuelle en Russie. Oui, parce que c'est ça. Si vous voulez. Tout le monde regarde l'inflation. Voilà, mais bon, voilà. Il faut dire très clairement, c'est ça, en réalité, la raison. Nous avons donc une économie qui est en croissance. Et cette croissance, elle est tirée par deux chevaux très différents. Premier cheval, il faut le dire, c'est la production militaire. Alors... Est-ce qu'on peut dire que la Russie est en économie de guerre, véritablement? Non, ça n'a pas de sens, parce que quand on parle d'une économie de guerre... Alors, après, oui, on peut utiliser n'importe quel terme, mais pour un historien, une économie de guerre, c'est un système très particulier où l'on a converti à des productions militaires des productions civiles. Ce qu'on fait en France en 1914-1918. Citroën, Renault, on a à l'esprit ces photographies où on voit les chaînes de montage de voitures qui ont été remplacées par des chaînes de montage d'obus, avec les ouvrières. Et oui, parce que les hommes sont au front. Non, mais c'est ça, c'est une expression très galvaudée, l'économie de guerre, même dans le cas russe. Voilà, l'expression économie de guerre, elle a un sens, et ça veut dire, justement, ce basculement, ça veut dire aussi que, en termes de poids dans le PIB, les productions militaires représentent 20 à 25% du PIB. La Grande-Bretagne, elle est à 28-29%, et l'Allemagne, en 1944, c'est la dernière année où on a des statistiques sérieuses sur l'Allemagne, elle atteint environ 38%. Bon, ça, ce sont des économies. Pas du tout le cas en Russie, mais la production militaire russe augmente de manière extrêmement importante. Alors, les chiffres de la CIA donnent un basculement d'une production annuelle de 700 000 obus de 152 mm à 3,5 millions. C'est une augmentation d'environ 5 fois, qui par 5. Même chose, la production ou la réhabilitation des chars, on passe d'environ 180-200 unités par an à 1200 unités par an. Là encore, on a une multiplication par 6. Bon, donc oui, très clairement, la production militaire tire l'économie. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est la consommation. Et la consommation intérieure en Russie a explosé
à partir de la fin du premier trimestre 2023. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette montée en puissance de la production militaire tire sur la main-d'œuvre disponible. La volonté des entrepreneurs russes de remplacer les productions occidentales, ou les entreprises occidentales, aussi, ça implique le développement de l'emploi, ça implique le développement de nouveaux postes de travail. La hausse des salaires. Donc on voit le chômage s'effondrer, littéralement. Et le résultat, c'est que les salaires nominaux deviennent extrêmement élevés et aujourd'hui dépassent très largement l'inflation. C'est-à-dire qu'on aura globalement sur l'année 2024 une hausse des salaires réels, donc salaire nominal moins inflation, qui sera de l'ordre de 7%. Avec une inflation qui est à 8%, ça veut dire que le salaire nominal a augmenté de 15%. D'accord, c'est une moyenne. Parce que quand on regarde des grandes régions industrielles, la région de Moscou, enfin, la région centre plus précisément, ou la région Volga-Vyatka, qui correspond donc à ce qui se situe entre le bassin de la Volga et l'Oural. On a un tiers des salariés dont le salaire réel, je dis bien le salaire réel, a augmenté de plus de 20%. Dans tous les secteurs, ça c'est pas seulement l'armement, parce que Vladimir Poutine avait pris des décisions à un moment donné pour faire monter, pour rendre attractif. Tout à fait, pour attirer des travailleurs vers l'industrie d'armement, très clairement. Bon, alors oui, ça touche tous les secteurs. Bien sûr, il y a des secteurs qui sont moins touchés que d'autres. Par exemple, dans le commerce et la distribution, les chiffres sont beaucoup moins importants que dans l'industrie manufacturière, mais globalement, c'est bien un mouvement général. Donc, tout ceci fait qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup en Russie et que les tentatives de la Banque centrale de monter les taux d'intérêt pour casser évidemment cette inflation n'ont pas beaucoup d'effet pour la raison très simple. Bon, vous prenez, admettons, voilà, vous habitez à Moscou, vous voulez prendre un crédit à la consommation pour vous acheter une nouvelle voiture. La banque vous dit, voilà, la Banque centrale a mis son taux directeur à 21%, donc vous allez payer 25 ou 26 ou 27% pour votre crédit. D'accord. Vous regardez votre feuille de paye et vous voyez que vous avez eu en 2023 une hausse de 16 à 17% du salaire nominal, et puis une nouvelle hausse de 16 à 17% en 2024. Alors attention, là il faut multiplier les hausses. Donc ce qui nous donne globalement 40% d'accroissement du revenu nominal. Or, les taux d'intérêt, ils se payent en revenu nominal. Et donc, ce qui fait que ça n'arrête pas, finalement assez peu d'effet. Alors, maintenant, venons effectivement au problème de l'inflation. Oui, il y a une forte inflation. Mais, si on parle des dangers de l'inflation, pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la Turquie? En Turquie, c'est 44% d'inflation. En Russie, c'est 9,3%. Et puis la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est quelle était l'inflation avant les sanctions? C'est quoi le niveau? C'était 6%. Donc ça veut dire que l'inflation a augmenté de 50%. On est passé de 6% à 9%, à peu près. Bon, c'était à 6,1, on est passé à 9,3. Oui, c'est bien sûr un problème. Et ce problème, il s'explique, je pense, pour moitié par le surcoût au niveau des importations, et l'autre moitié,
c'est le surcoût qui a été induit par la réorganisation de l'économie russe et le fait que dans cette réorganisation, eh bien, il y a eu évidemment un marché du travail qui aujourd'hui a quasiment heurté le plafond de la main-d'œuvre disponible. Il y a d'ailleurs des données qui sont très intéressantes. L'équivalent de l'INSEE russe, ce qu'on appelle le FSGS, Rostat, publie une répartition des chômeurs par durée du chômage. Alors, les chômeurs qui sont là depuis moins d'un mois, les chômeurs qui sont là depuis plus d'un mois et moins de 3 mois, plus de 3 mois, moins de 6 mois, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Le nombre de chômeurs qui sont là depuis plus de 6 mois s'est réduit pratiquement de moitié. Oui, donc ça veut dire que c'est profond, c'est pas seulement... Et donc ça veut dire que ce qui reste aujourd'hui du chômage, et c'est pas grand-chose, hein, on est globalement à 1,8-1,9% de chômeurs sur la population active, et il y a des régions, comme la région de Moscou, où on est tombé à 1,6. Bon, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des femmes et des hommes qui considèrent qu'ils ne sont pas assez payés dans leur entreprise, ou que les conditions de travail ne sont pas bonnes, et qui démissionnent de l'entreprise, quittent l'entreprise, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont retrouver, et ils ont peut-être déjà pris d'ailleurs des contacts avec d'autres entreprises, voilà, si vous voulez que je vienne chez vous, qu'est-ce que vous m'offrez, etc. Bon. Donc on est strictement sur ce qu'on appelle du chômage frictionnel. Ça, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour les personnes. Économiquement, enfin macroéconomiquement, oui, ça pose un problème parce qu'on sait très bien que quand on est dans une situation où le chômage est aux 2/3 un chômage frictionnel, eh bien, les hausses de salaire ont tendance à monter et elles excèdent évidemment les gains de productivité. Donc, les entreprises répercutent ça dans leurs prix et on a un phénomène d'inflation. Bah, c'est grosso modo la situation qu'on connaissait en France au début des années 60. Bah oui, c'est ça. Si vous voulez. Ouais, glorieuse. Si vous voulez. Au début des années 60, en 60-61, le nombre de chômeurs, il est ridicule. Il est de l'ordre de 300 000. Alors, même si la France est moins peuplée que la Russie, on n'était pas tout à fait à une France de 50 millions. On a atteint les 50 millions, je crois, en 66 ou en 67. Bien. Donc on était à peu près au tiers de la population russe actuelle. Mais il y avait effectivement ce phénomène. Donc voilà, c'est ce qui explique très largement la poussée inflationniste. Poussée inflationniste sur laquelle il ne faut pas s'affoler non plus. Parce que voilà, oui, l'inflation en Russie, ce n'est pas ce qui se passe en Turquie, ce n'est pas les 44% par an de la Turquie. Oui, il y a eu un accroissement du taux d'inflation de moitié. On est passé de 6,1 à 9,3, mais on peut parfaitement l'expliquer par des causes réelles. Donc voilà, ça c'est la situation générale de l'économie. Alors, en termes de perspective, le premier point, c'est que cette économie, c'est une économie qui investit beaucoup. On a investi plus 4% en 2022, alors que la production avait décliné quand même. Hein. Le PIB s'était contracté de 1,1%. 1,1% par rapport aux 10% qui étaient annoncés par certains organismes. Bon, voilà, rapport de 1 à 10 dans l'erreur. Bon, mais classiquement, quand une économie régresse, on s'attend à ce que l'investissement n'augmente pas. Ouais. Il a augmenté de 4%. Il a réaugmenté de 8,5% en 2023. Il augmentera probablement de 7% en 2024. Et le désendettement aussi. Et le désendettement aussi, et les entreprises sont en train de se désendetter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a une économie qui
est en train de se mettre en ordre de bataille par rapport à une croissance future. Ça, c'est un point extrêmement important. Maintenant, c'est vrai que l'économie russe a un problème. Et ce problème, ça s'appelle tout simplement la main-d'œuvre. Parce que si l'économie russe ne s'ouvre pas à des formes d'immigration, eh bien, ça veut dire que la croissance ne pourra être égale qu'à la croissance de la productivité. Alors, il y a eu une baisse de productivité en 2022, c'est clairement le choc des sanctions qui a provoqué ça. 2023, il y a une hausse de la productivité d'environ 2,5%. En 2024, évidemment, on n'a pas les chiffres, on aura les chiffres définitifs de 2024, probablement mi-février ou peut-être même fin février. Bon, il y a, semble-t-il, on est plutôt vers 2,8% de croissance de la productivité, ce qui veut dire, entre parenthèses, que la mise au travail de la main-d'œuvre a représenté 1%. Alors, oui, pour qu'on arrive à 3,9. Oui, c'est ça. Oui, si d'accord. On a 2,8%, c'est les gens qui travaillent de manière plus efficace, mais on a aussi 1%, il y a plus de gens qui viennent travailler. Or, un accroissement de la main-d'œuvre de 1%, quand on est quasiment au plafond de la population active, c'est énorme. En réalité, c'est énorme. Donc, on se dit, il va falloir, que les entreprises russes continuent de faire des efforts de gain de productivité. Ça, maintenant, ça devient crucial pour gérer pour l'économie russe. Et puis, deuxièmement, que la Russie accepte une immigration de travail. Elle a déjà accepté, si vous voulez. Oui, il y a des programmes d'ailleurs, il y a plein de programmes. Oui, absolument, il y a plein de programmes. Et on estimait, avant 2022, qu'il y avait entre 5 et 6 millions de travailleurs immigrés permanents, qui étaient essentiellement des gens qui venaient d'Asie centrale, et qui étaient, pour l'essentiel, dans la construction, dans l'agriculture, etc. Donc, on va chercher du travail à l'extérieur. Quels sont les pays qui peuvent en fournir? Alors, le bassin d'emploi qui existe en Asie centrale, il a été pratiquement épuisé. Et donc maintenant, la Russie va plutôt regarder vers les pays d'Asie, avec, très clairement, si vous voulez, ça. Mes collègues russes me le disent, même des responsables du gouvernement qui me l'ont dit en mars dernier. Ils regardent le Vietnam, où il y a un problème de chômage. Disons que l'économie vietnamienne croît très rapidement, mais pas suffisamment pour fournir du travail à la totalité, parce qu'ils ont une population qui augmente de manière très importante. Donc oui. Et par ailleurs, il y a d'assez bonnes relations entre la Russie et le Vietnam. Et puis deuxièmement, c'est la Chine. C'est la Chine. Même à Moscou. Quand j'étais à Moscou, donc à la fin du mois de mars dernier, pris 4 fois le taxi, parce que Moscou c'est une ville importante, c'est une ville qui est à peu près 5 fois la superficie de Paris, de Paris-Ville. Bon. À chaque fois, je suis tombé sur des chauffeurs de taxi chinois. Ah oui. Avec qui on s'expliquait sur la destination. Eux, alors, ils mettaient sur leur téléphone portable, et donc ils lisaient en russe, alors avec un accent chinois qui était un peu bon. Bon, et moi, dont le russe, malgré tout, est pas si fluide que ça, d'autant plus que je venais de retourner en Russie. Donc, vous voyez les petits problèmes de compréhension qu'on a pu avoir. Oui, mais ça va s'adapter. Voilà, bon. Bien. Mais c'est vrai. Et on trouve... Alors, on sait très bien que le métier de chauffeur de taxi, c'est l'un des premiers métiers que prennent les gens qui immigrent. Bien sûr. C'est un des premiers métiers que prennent les gens qui immigrent. Bon, et donc, je pense qu'on va voir, dans les prochaines années, arriver
plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 million, 1,5 million de travailleurs asiatiques, que ce soit des travailleurs vietnamiens ou des travailleurs chinois. Tout ce que vous dites là, ça permet de faire un sort à au moins deux banalités qu'on entend tout le temps. La première, c'est la Russie est toujours un pays de rente énergétique et uniquement, et tout le reste, c'est oui, d'accord, ils ont un peu développé l'agriculture parce qu'on en a fermé les vannes, nous, mais enfin. Donc là, c'est une véritable économie, d'après ce que vous dites, dans tous les secteurs, finalement, qui se développe à peu près dans tous les secteurs. Et puis la deuxième, c'est, j'ai même des amis très intelligents qui sortent de fort grandes écoles et qui ont des parcours brillants et qui me disent oui, enfin bon, la Russie arrête, c'est le PIB de l'Italie, faut se détendre, c'est pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça quand on vous dit ça? Qu'est-ce que vous répondez? Je dis que quand on compare les PIB de deux pays, et en particulier quand c'est des pays qui sont assez différents, hein, on a deux manières de le faire. Première manière qui consiste à dire, ben voilà, on va traduire le taux de change en dollars constants évidemment, en tenant compte de l'inflation, et on va comparer ce PIB en dollars. Oui, mais le taux de change représente-t-il la santé de l'économie? Eh oui, c'est ça. Non. On sait qu'il y a des taux de change qui sont surévalués, parfois consciemment, et on sait qu'il y a des taux de change qui sont fortement sous-évalués. Donc il y a une autre méthode qui est ancienne. Elle date des années 50. Il faut le rappeler quand même. Le père de la notion du PIB, Simon Kuznets, qui avait d'ailleurs créé cette notion de PIB pour calculer la puissance économique des pays belligérants pendant la Seconde Guerre mondiale. Simon Kuznets est un émigré russe qui s'était installé aux États-Unis et qui, comme beaucoup d'émigrés russes, ont travaillé pour le département de la Défense, le secteur économique du département de la Défense, et c'est là où il a conçu cette notion de PIB. Bien. Et donc il commence par calculer le PIB à travers les taux de change. Et immédiatement, il rencontre toute une série de problèmes. Et donc il se dit, il faudrait trouver autre chose, et il propose une notion qui sera développée après par d'autres économistes, qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on regarde, grosso modo, qu'est-ce que coûterait un produit russe par rapport à un autre produit russe si on le translatait dans l'économie française, dans l'économie américaine, etc. Alors la méthode de parité de pouvoir d'achat, elle est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que la méthode des taux de change, ça il faut le dire. Et c'est pour ça que les calculs en parité de pouvoir d'achat sont faits 2 fois par an par le Fonds monétaire international, qui a d'ailleurs toute une équipe de gens qui travaillent uniquement là-dessus. Et quand on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, eh bien on voit que la Russie, elle a dépassé le Japon et l'Allemagne. Elle est le 4e pays du monde. L'ordre de bataille, c'est 1, la Chine, 2, les États-Unis, 3, l'Inde. Ce qu'on oublie complètement, hein, si vous voulez. Alors bien sûr, l'Inde est en retard par rapport à la Chine. La Chine est pratiquement à 20% du PIB mondial. L'Inde est autour de 7%. Mais la rapidité de la croissance de l'Inde est aujourd'hui bien plus grande que celle de la croissance chinoise. Je pense que la part de la Chine va se mettre à baisser dans le PIB mondial et qu'un pays comme l'Inde va commencer à la rattraper. Et le 4e, c'est la Russie, qui est passée devant l'Allemagne et qui est passée devant le Japon. Alors, voilà, ça c'est un fait qu'il faut avoir en tête. Et d'ailleurs, le simple fait que la Russie produise 2 fois plus de munitions que ce que produisent ensemble les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis, on va atteindre les
800 000, 900 000 obus par an, grande victoire. Oui, grande victoire par rapport à là où ils en étaient. Ça, c'est incontestable. Bon. L'Union européenne, successeur de Thierry Breton, nous avons atteint les 700 000 obus par an. Là encore, c'est vrai que c'est un effort tout à fait méritoire, parce qu'on partait de très 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 bas. Bon, mais, disons, 900 000 plus 700 000, ça fait 1,6 million. Les Russes, ils en produisent 3,5 millions. Donc, il y a bien un petit problème, si vous voulez, et on voit bien que l'économie russe, l'industrie russe, ne peut pas être l'équivalent de l'économie italienne. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu les statistiques sur les diverses années, ce que l'on voit, c'est que au début des années 2010, dans la production industrielle russe, la production des matières premières, disons les industries extractives, alors évidemment c'est le gaz, le pétrole, mais pas que, la Russie vend beaucoup de métaux, vend aussi du bois. Donc, ça c'est bien. Donc les industries extractives, ça représentait environ 60% de la production industrielle. Les industries manufacturières n'en représentaient que 40%. 60%, ah oui, c'est énorme. Ah oui, non. C'est quand même... Il faut, économie de rente, là, pour le coup. Là, pour le coup, c'est une économie avec, en tout cas, un secteur rentier qui est important. Et actuellement, nous avons à peu près l'inverse. C'est-à-dire que l'économie manufacturière représente non pas 60%, mais autour de 57%. Et le secteur de l'économie extractive, ça représente 43-45%. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est évidemment quelque chose de très positif, cette espèce de renversement, mais ça implique aussi toute une série d'adaptations dans l'économie. Et si vous voulez, je reviens sur cette histoire de l'inflation. Quand vous ne courez pas, vous avez une température normale. Alors, vous savez, certains ont 38,5, d'autres comme moi qui ont... Voilà, j'ai le sang chaud. Je suis à 37,3, bon, ok. Mais si je fais un 100 mètres, ou si je me décide de faire un long footing... C'est la surchauffe, quoi. Bah oui, on monte à 38, 38,5, et c'est tout à fait normal. Logique. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer en Russie. Très bien. Bon, ben là, je pense qu'on a un joli petit panorama sur lequel on devrait réfléchir. Alors, un autre point que je voulais qu'on aborde, enfin, tout est lié, bien sûr, mais c'est la question, enfin, c'est la relation à la fois économique, mais pas seulement énergétique, financière et même au-delà, à la fin, stratégique, politique, entre la Russie et la Chine, justement. Parce que là... Tous les fantasmes sont permis, ouverts. Il y en a certains qui s'imaginent qu'ils vont séparer Moscou de Pékin et et même d'ailleurs éventuellement au bénéfice ultime de l'Europe en faisant tomber un certain nombre de sanctions. Là, je pense aux États-Unis, bien sûr, en rendant peut-être dans le cadre d'un grand accord, etc., la situation de la Russie plus facile, c'est-à-dire un retour partiel éventuellement aux marchés européens, pour faire en sorte que Moscou ait moins intérêt à accepter toutes les demandes chinoises et donc soit un moteur moins puissant en fait pour la croissance chinoise à la fin. Et puis il y a ceux qui disent non mais ça il n'y a aucune chance parce que de toute façon la convergence politique et stratégique est trop forte et donc il n'y aura pas de découplage, il n'y aura pas... Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est le baiser de la mort, la Chine, finalement ? Alors, le premier point, c'est que, bien sûr, il y a des relations très étroites entre le gouvernement russe et le gouvernement chinois, des relations d'ailleurs qui sont sur la table. Hein, tout le monde fait. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas qu'ils ont des accords stratégiques. Bon. D'un point de vue économique, ce que l'on voit, c'est plus un tournant vers l'Asie en général qu'un tournant vers la Chine. Alors bien sûr, dans ce tournant vers l'Asie, il y a un tournant vers la Chine, qui est important. Bon. Si on regarde maintenant la balance commerciale russe,
Pour ce qui est des exportations, l'Asie, globalement, c'est-à-dire essentiellement la Chine, l'Inde aussi, parce qu'on exporte beaucoup vers l'Inde, et les autres pays d'Asie, la Malaisie, l'Indonésie, bon, etc. Ben, ça représente, grosso modo, 70% des exportations. Ouais. L'Union européenne, enfin l'Europe au sens large, représente encore presque 20%. Enfin, 18%, c'est tombé un petit peu. Alors quoi, par le pétrole ou Oui, ce qu'on tout à fait. vend via l'Inde qui Voilà, revient, tout à fait, etc. tout à fait. Tout Non, le circuit alors, de... si vous vendez quelque chose Oui. via l'Inde, c'est compté en exportation vers l'Inde. D'accord, ah oui, Ah, d'accord, après, oui, ce qui est logique, oui, d'accord. ok, ouais. Libre aux Indiens Oui, après de après, le revendre en se faisant un bénéfice. Oui. D'accord. Ok. Donc, c'est directement. Par exemple, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'ils nous vendent encore du alors? GNL, Oui, du GNL, oui. ils nous en vendent plus que les Américains. On a beaucoup parlé, oui, les Américains vont nous vendre plein de gaz de schiste. Oui, pour l'instant, le principal pays qui nous approvisionne en GNL, ça reste la Russie. Donc il faut le savoir. Même chose pour le pétrole, et puis pas que le pétrole, des carburants très particuliers, le diesel, etc. Quand vous dites qu'ils nous approvisionnent, vous pensez Europe, ou vous pensez France, ou vous Je pense pensez Europe, globalement. Par exemple, le GNL, alors même si la France, aujourd'hui, achète en priorité son GNL à la Russie, elle achète moins de GNL que l'Italie ou que l'Allemagne. Oui. Pour des raisons simples, c'est que notre système énergétique On n'a est pas moins besoin, dépendant, bien sûr. etc. Donc c'est au niveau de l'Europe. Donc on voit, il y a ça. Et puis le reste, c'est les États-Unis. Et il y a toujours des exportations russes vers les États-Unis. Par exemple, les États-Unis se sont refusés à mettre des sanctions sur les exportations d'aluminium, puis surtout d'engrais. Les engrais russes. Oui, c'est vrai. Alors, les Russes vendent de l'urée qui est retransformé en engrais, mais on sait très bien que l'urée, c'est un des produits de base essentiels pour la fabrication des engrais. Puis, il y a toute une série de métaux qui continuent d'être vendus par la Russie aux États-Unis. Les éponges de titane. Si les constructeurs aérospatiaux américains n'ont plus accès au titane russe, ils ferment boutique. Donc voilà, on a ça. Donc, ça. Si on regarde maintenant du côté des importations, alors, la Russie importe toujours à peu près 1/5 de ses importations, 20% à peu près, un peu plus, même, c'est même au-dessus de 20% actuellement, de l'Union européenne. Oui, mais comment ils font? Il y a des accommodements, vous savez, avec ça. le diable, il y a toujours des ça. accommodements. C'est Et bon. ça. Mais c'est vrai qu'elle achète à 75% à l'Asie. Et là encore, bien sûr que la Chine pèse de manière importante, mais ne serait-ce que parce que la Chine est la première puissance industrielle du monde. Bon. Mais elle importe aussi des produits en provenance d'Inde, en provenance d'Indonésie, en provenance de Malaisie, etc., etc. Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre que, oui, le commerce extérieur russe a basculé vers l'Asie. Ça concerne la Chine, mais pas que. Et de ce point de vue-là, le gouvernement russe essaye toujours d'équilibrer ses relations avec la Chine par des relations avec d'autres puissances asiatiques, comme l'Inde notamment. Et je ne crois pas que ce basculement soit réversible. C'est-à-dire que, admettons que fin 2025, il y a un accord de paix, ou disons, un accord de paix ou autre, c'est peut-être pas la question, mais qu'il y a un accord sur la question de l'Ukraine, les combats cessent, on a une situation stabilisée, et l'Union européenne décide d'abandonner ses sanctions. Bien sûr que le commerce entre la Russie et l'Union européenne va reprendre. Reprendra, ouais. Mais il ne reprendra pas au niveau où il était
en 2021 ou même avant ou en 2019. Autrement dit, au mieux, l'Europe au sens large peut espérer passer des 22-24% dans laquelle elle est en termes d'exportation vers la Russie, vers 29-30%, et même chose au niveau des importations. Donc ce qui veut dire qu'on aurait une remontée de la part de l'Europe, mais qui resterait inférieure et à la part chinoise et surtout à la part asiatique. Donc ça serait plus une forme de rééquilibrage partiel, qui se comprend d'ailleurs pour des raisons stratégiques. Tout pays entend ne pas se lier à un seul pays dans son commerce international, mais ça ne sera certainement pas la tendance dans laquelle on était depuis les années 2000 jusqu'en 2019, c'est-à-dire un commerce avec l'Union européenne qui représentait à peu près 60% du commerce extérieur russe, la Chine représentant autour de 20%, et les autres pays faisaient le reste des 20%. Ça, il n'en est plus question. Alors, je précise quand même que ce basculement vers la Chine et vers l'Asie, il est dans les textes officiels russes depuis 2010. Si vous relisez aujourd'hui la stratégie énergétique de la Russie à l'horizon 2030, un texte qui a circulé en Russie en 2008 et qui a été approuvé par le Parlement russe, par la Douma, en 2010. Bien. Ben, vous voyez déjà, et c'est écrit, que la Russie cherche à réorienter ses exportations d'énergie, de toutes les énergies, hein. Gaz, pétrole évidemment, charbon, nucléaire. C'est les 4 grandes sources d'énergie. Elle cherche à rebalancer sa clientèle. Elle cherche effectivement à diversifier sa clientèle et à développer très largement la part de l'Asie. Par exemple, la construction du gazoduc Puissance de Sibérie, qui a été visiblement très sous-estimé, parce que quand on a aujourd'hui accès à des chiffres de transit journaliers, ils sont 2 fois ceux qui étaient estimés en 2020-2021. Donc ça veut dire que, en fait, il avait des capacités nettement supérieures aux capacités que l'on avait estimées ici en Occident. Bon, il a été construit avant cette crise. Ouais. Il a été construit dans les années 2010. Et il a été inauguré en 2019-2020. Donc, oui, voilà. Donc c'est une stratégie de long terme. C'est une stratégie de long terme qui, évidemment, a été accélérée et très fortement amplifiée par les sanctions occidentales. Ça, ce n'est pas discutable, hein, mais ça s'inscrit dans une stratégie de long terme. Et est-ce que vous pensez que cette stratégie de long terme, elle est aussi liée à une stratégie encore plus financière, avec notamment toute cette idée, à travers les BRICS, de préparer, de formaliser de plus en plus quand même une alternative au dollar. Enfin, qu'en est-il pour vous des perspectives euphoriques de la dédollarisation de l'économie du point de vue russe? Alors, du point de vue russe... et de tout ce qui s'est passé avec SWIFT, et tout à fait, les systèmes alternatifs, et le rouble numérique, et, bon, tout ça. Il y a, je dirais, un malaise des Russes avec l'utilisation du dollar qui est ancien, qui date de 2009-2010. Bien. À l'époque, ça s'exprime par la tentative de constituer le rouble en monnaie de référence, en monnaie de réserve, à destination des pays de l'ex-ère soviétique.
les pays, grosso modo, de l'étranger proche. Bon. Je suis interrogé sur cette question par Vladimir Poutine lors du Club Valdai 2012. Alors, à la fin de chaque Club Valdai, on réunit une vingtaine d'experts internationaux. Bon, il y a des Occidentaux, il y a des Européens, des Américains, des Chinois, des Indiens, etc. Bon, une vingtaine. Et on a droit à un déjeuner privé avec le président, avec Vladimir Poutine. Et la question qui me pose personnellement, c'est: qu'est-ce qu'il faut pour que le rouble se développe comme une monnaie régionale de réserve? La réponse est de dire: écoutez, Monsieur le Président, vous ne pourrez être une monnaie régionale de réserve que si vous avez suffisamment de dettes pour que cette dette puisse être détenue par des autres acteurs. Autrement dit, il faut que la dette russe monte à 30-35% du PIB. Elle était à l'époque à 14%. Ouais. Bon. Ouais. Si vous ne faites pas ça, les autres acteurs, les autres banques centrales n'auront pas assez, ne détiendront pas assez de roubles pour faire une monnaie de réserve. Je vois que ce que je dis ne plaît pas du tout. Ah ben non, mais il ne plaît pas du tout parce que c'est l'idée faire monter la dette. Vulnérabilité. Oui. Alors, je rappelle que 35% de dette par rapport au PIB, c'est le niveau où on était au milieu des années 60 en France. Hein. Ah ben nous, là, maintenant. Non, mais voilà. Et il dit d'ailleurs à Liberman, il dit: écoutez, merci beaucoup, nous allons chercher autre chose. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, donc si vous voulez, ça avait le mérite de la clarté. Oui, c'est sûr. Et donc, effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que, à travers les BRICS, la Russie a réussi à assembler autour d'elle toute une série de pays qui se posent un problème par rapport à l'utilisation du dollar. Alors, ce problème, il vient du fait, que les États-Unis s'arrogent des droits extravagants par rapport à ce qu'on appelle l'extraterritorialité de leurs lois, c'est lié au dollar. Mais il y a aussi un problème, je dirais, de manque de contrôle de la part des États-Unis sur les effets de leur politique monétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la crise de 2008-2010, qu'on appelle la crise de subprime, a fait rentrer dans le cerveau des dirigeants russes, bien sûr, mais aussi chinois, mais aussi indiens, et de toute une série de pays en développement. La raison suivante, c'est que l'ensemble de ces responsables voient se développer une crise hypothécaire aux États-Unis. Ils se disent, enfin, le gouvernement américain a tous les moyens de contrôler ça, ça ne va pas être une crise. Bon, alors, c'était le discours qui était tenu par le gouvernement américain. Oui, nous avons le contrôle sur tout ça. C'était ce que pensaient les économistes français, à l'époque-là, qui disent, bon, on est 3 ou 4 économistes français à dire non. Pour l'instant, le gouvernement américain ne prend aucune mesure, donc cette crise est en train de devenir progressivement incontrôlable. Et quand aux États-Unis se produit la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, la crise éclate au niveau international. Ça a été une très mauvaise surprise pour les dirigeants de tous les pays émergents. Et qui se sont dit, enfin quoi, les États-Unis font n'importe quoi. Vous n'avez pas été capable de contrôler. Or, nous avions une partie de nos avoirs libellés en dollars. Donc, c'est une crise de la confiance. Il y a une vraie crise de confiance, qui va être amplifiée évidemment après par l'usage politique que les Américains vont faire du dollar, mais qui est au départ une crise essentiellement de confiance quant à la compétence des dirigeants américains sur cette question financière.
Et cette crise de confiance, c'est elle qui a en réalité enclenché ce mouvement de dédollarisation. Alors après, est-ce que les BRICS mettront en place cette espèce de crypto-monnaie, enfin plutôt de monnaie numérique. Oui, de panier de monnaie même, oui, pour alors, l'instant. Techniquement, c'est une monnaie numérique qui serait indexée sur des actifs réels, peut-être un panier de monnaie, mais peut-être aussi des matières premières. Bon, alors, je sais qu'il y a plein de discussions, que les banques centrales des pays des BRICS se réunissent tous les mois et font des exercices de stabilité financière. Pour voir comment ça réagirait, voilà, si ça voir, se voilà, en place. En cas de nouvelle crise financière, etc. Donc ça existe déjà. D'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de la Banque centrale de Russie et on a, alors bien sûr, on n'a pas les détails, mais on a l'annonce, s'est tenue la énième réunion de stabilité financière des banques des BRICS, et au menu de cette réunion, il y avait effectivement des tests de stabilité. Bon, tout ceci est en cours. Je pense qu'effectivement, d'ici un délai d'1 an ou de 2 ans, parce que malgré tout, techniquement, c'est assez complexe à mettre en œuvre, nous aurons une unité de compte des BRICS, indépendante du dollar, et par ailleurs, les paiements au sein des pays des BRICS et des pays partenaires des BRICS, c'est-à-dire les 10 pays actuels des BRICS, puisque nous avons les 5 pays d'origine, les 4 pays qui sont rentrés en 2024, Égypte, Éthiopie, Émirats et Iran. Bon. Et pas l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite n'a toujours pas ratifié. Elle est, techniquement, elle devrait y être, mais tant qu'elle n'a pas ratifié, elle n'y est pas. Ah, ils sont très malins. Oui, mais c'est pour ça, c'est ça, vis-à-vis des États-Unis. Voilà, bon, mais et je crois que c'est aussi vis-à-vis de l'Iran, ce qui consiste à dire aux Iraniens, et d'envoyer un message aussi aux Russes et aux Chinois, écoutez, dites aux Iraniens peut-être de se calmer un peu, et puis on est prêt à rentrer. Bon. L'Indonésie qui est maintenant rentrée, hein, le Brésil a annoncé l'adhésion officielle de l'Indonésie. Là, il y a une semaine. Au BRICS. Donc voilà, on a ces 10 pays, plus les pays partenaires, qui étaient 13 au sommet de Kazan, moins 1, l'Indonésie qui est passée du statut de partenaire à pays membre. Donc on a 10 pays des BRICS, plus 10 pays partenaires, 22 pays. Donc c'est à cette échelle-là qu'il faut penser la mise en place de cette unité de compte. Oui, ça va avoir des conséquences. Et évidemment, l'unité de règlement restera ou sera de plus en plus les monnaies nationales. C'est-à-dire que ce que mettent en place les banques des BRICS, c'est des marchés des monnaies nationales, c'est-à-dire que la roupie est désormais cotée à Moscou, le yuan est coté à Moscou depuis 2016, il faut le savoir. Ils vont coter la monnaie de l'Indonésie, etc. Mais ça, derrière, c'est aussi, ça a une signification assez, pas idéologique, mais assez géopolitique, c'est-à-dire l'idée de redonner aussi du poids en soi à tous ces pays, ne pas les noyer dans... Tout à fait, tout à fait. Et c'est un poids auquel ces pays, si vous voulez, ont raisonnablement droit d'avoir accès, parce que, prenez le cas, l'Indonésie, ils sont pratiquement à 300 millions d'habitants. Ouais. C'est le premier pays musulman de la planète. Ouais, 280 millions, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est quand même, c'est un poids lourd. Alors, un poids lourd régional, pas un poids lourd au niveau mondial, mais c'est un poids lourd régional. Bon, la Malaisie, si vous prenez l'ensemble des pays, bon, grosso modo, de l'ex-Indochine française, hein, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, Malaisie, la Malaisie est aujourd'hui un des pays les plus dynamiques de cette région,
c'est un pays qui entraîne avec elle, par exemple, l'économie thaïlandaise. Oui. Bon, donc, on est sur des changements extrêmement importants, certains au niveau mondial, comme par exemple le fait que la Chine ait dépassé les États-Unis en 2017, d'autres au niveau régional, c'est-à-dire l'émergence de ces nouveaux pays, et c'est tout cela qui est en train d'être pris en compte dans la perspective des BRICS. Et l'idée, effectivement, et cette idée est extrêmement intéressante, c'est de donner à ces pays un accès, en fait, à l'économie mondiale à travers le filtre des BRICS. Oui, et en dehors du dollar. Tout à fait. Donc voilà, c'est plutôt à cela, vers cela que l'on se dirige. Je pense que ce processus de dédollarisation, il aura lieu, mais il faut se fixer une perspective de l'ordre de 4 à 8 ans. Hein. C'est grosso modo plutôt sur ce type de temporalité. Il y a tous les gens qui disent, oui, vous allez voir, dans 6 mois, le dollar va s'effondrer. Moi, non, mais je trouve que 4 à 8 ans, c'est assez rapide. Oui, tout à fait. Pour des évolutions, de cette ampleur, oui, c'est rapide. Donc voilà, j'essaye toujours de calmer certains de mes lecteurs qui disent oui, non, ça ne va pas se passer tout de suite. D'abord parce qu'il y a des problèmes, plein de problèmes techniques à résoudre. Bon, c'est une évidence, mais on voit très bien que ça va se passer. Le problème n'est plus de savoir si ça aura lieu, mais quand ça aura lieu. Tout à fait. Bon, très bien, je vous remercie aussi. Alors, le dernier point peut-être qu'on peut aborder, si on a encore un petit peu de temps, c'est celui de la France. Et la France, dans tout ça, par rapport à la Russie, par rapport à toutes ces dynamiques, par rapport à son propre calendrier aussi institutionnel et politique. Parfois, moi, je me dis, on ne sait jamais, peut-être que si dans quelques années, lors de prochains scrutins, on avait un président qui soit plutôt sur une... faut le trouver encore, hein, on est bien d'accord, mais enfin, sur une fibre gaulliste, sur une... Voilà, sur le recouvrement d'une forme de souveraineté affirmée. Ça ne veut pas dire sortir de l'Europe forcément, ça ne veut pas dire, mais simplement déjà une manière de concevoir les intérêts nationaux de façon assumée et voilà, en fonction de nos propres atouts, de notre singularité. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait produire sur la relation franco-russe, sur la manière dont la Russie, qui certes considère l'Europe en tant que telle, mais pour l'instant elle la considère surtout asservie, mis à part quelques-uns. Mais là, est-ce qu'il y aurait un espoir peut-être d'une forme de restauration, d'une relation véritablement de confiance? Parce que moi je ne peux pas croire que la relation franco-russe soit à ce point... détruite ou condamnée à mourir. Je n'y crois pas. Je pense que du côté russe, a priori, tout n'est pas fermé encore véritablement. Mais pour ça, il faudrait peut-être évidemment des changements. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire d'intelligent? Parce que derrière la Russie, il y a toute l'Eurasie, comme vous l'avez très bien expliqué. C'est pas seulement la relation avec la Russie, c'est la relation avec tout cet autre monde auquel nous appartenons, ne serait-ce que géographiquement, mais qu'on a tendance à ne pas voir. On est assez borgne en la matière. Alors, première chose, je dirais que c'est qu'il faut comprendre que les Russes ne regardent pas l'UE, ils regardent les pays membres de l'UE. Oui, ça. L'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Bon, donc ça c'est un premier point. Et que donc, il n'y aura pas de diplomatie de l'UE vis-à-vis de la Russie qui puisse fonctionner. La diplomatie actuelle se heurte à une fin de non-recevoir. Voilà, on ne veut pas discuter avec vous parce que vous ne nous intéressez pas. Mais ça sera la diplomatie des pays. Alors, de l'Allemagne, par exemple, qui va reprendre d'ici quelques mois
Qui semble l'avoir compris quand on écoute la possible chancelière de l'AfD ou d'autres. Hein. Ou même Scholz. Même Scholz, oui, Même Scholz. Pas la peine d'aller si loin, si vous voulez. Mais Weigel, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle dit carrément qu'elle va reprendre Nord Stream, que tout ça va se remettre en route. Mais simplement, si on s'en tient à Scholz, il y a déjà cette idée de reprendre en contact. Les Italiens ont déjà repris contact. Madame Meloni a déjà dit qu'elle souhaitait passer de nouveaux contrats de fourniture de gaz en GNL avec la Russie. Bon. Donc, c'est le problème essentiellement de la diplomatie française. Alors, on se heurte là à un problème de fond et un problème de forme. Problème de forme. Très clairement, aujourd'hui, les autorités russes n'ont plus confiance en Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, de toutes les manières, il part en 2027. Donc, ce n'est pas un problème de long terme. Bien. Mais il faut savoir, et c'est-à-dire un problème, que le comportement d'Emmanuel Macron a complètement braqué les autorités, et pas que les autorités russes. C'est aussi vrai pour les pays des BRICS. Je vais donner un exemple. En 2023, Emmanuel Macron ou ses conseillers ont cette idée, qui est une bonne idée, de se dire il faut qu'on prenne contact avec les BRICS. Pourquoi ne pas demander à être observateur lors de leur sommet? C'est une bonne idée sur le fond. Oui, mais ça venait dans une conjoncture qui était complètement... Alors, après, il faut savoir comment on met en œuvre cette idée. La manière la plus normale, ça aurait été d'envoyer des émissaires dans les différentes capitales des pays des BRICS, que ce soit des gens qui, pour des raisons personnelles, ont un bon contact avec les dirigeants, ou parce que ce sont des diplomates de carrière. Bon, c'est le problème aussi, c'est que Emmanuel Macron est en train de détruire la diplomatie de carrière en France, qui savent comment faire. Et si on sent qu'il y a un retour intéressé de la part des dirigeants des BRICS, à ce moment-là, on fait officiellement une proposition. Bon. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est le contraire. Il a fait sa proposition dans un discours avant même d'en avoir averti les pays des BRICS. Bon, le résultat, c'est que l'Afrique du Sud, qui était le pays organisateur, puisque le sommet avait lieu en Afrique du Sud, a dit il n'en est pas question. Oui, puis je crois qu'il avait, puis il avait quelques mois auparavant, ou quelques semaines même, auparavant fait des déclarations, je ne sais plus sur quel sujet vis-à-vis de la Russie, qui était, c'était tellement maladroit. Non, à la limite, quand on envoie des émissaires dans différentes capitales, il faut savoir sur quoi on joue. Il y a un vieux sentiment pro-français, francophile, qui existe en Afrique du Sud, parce que nous avons été malgré tout assez proches de ce pays. C'est nous qui avons fourni les 2 centrales nucléaires qui continuent de fonctionner. Enfin bon, voilà. Avec les Chinois. Les Chinois n'ont ni sympathie ni antipathie, mais c'est des gens qui sont écoutés. Les Indiens, Emmanuel Macron se félicitait de ses bonnes relations qu'il avait avec Modi. Mais, si vous voulez, cette idée même que une initiative comme cela, ça se construit diplomatiquement. Donc voilà, à travers ce type d'initiative, ou plutôt de mise en scène à contre-courant, c'est des coups. Voilà, il a ruiné sa crédibilité. Donc ça, c'est le problème de forme. Après, le problème de fond. La France, évidemment, a directement un intérêt stratégique à s'affirmer comme un pays qui pourrait faire le pont entre les BRICS et le monde occidental. Bien sûr. Mais pour pouvoir tenir ce rôle, nous devons prendre nos distances, pas de manière nécessairement irréversible, mais prendre nos distances
vis-à-vis du monde occidental, et en particulier des États-Unis. Il faut se désaligner, sinon on ne sert à rien, en fait. Ne jamais oublier que quand le général de Gaulle se décide à reconnaître la Chine populaire, quand il fait son voyage de 1966 en Union soviétique, cela a été préparé par l'annonce de la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN. Pas de l'OTAN comme je l'entends dire de temps à autre. C'est le commandement militaire intégré qu'on a quitté en 1966, oui, absolument. Or, ça avait été annoncé avant, puisque ce n'est devenu effectif qu'en 1966, mais ça a été annoncé, je crois, fin 62 ou en 63. Oui, 63, il y a eu la politique de la chaise vide, il y a eu toute une... Bon. Donc, on a ça, ce qui évidemment donne une crédibilité à notre politique, que ce soit vis-à-vis de l'Union soviétique ou que ce soit vis-à-vis de la Chine. Et l'une des conséquences, ça sera l'organisation à Paris des négociations entre les États-Unis, le Sud-Vietnam, la Chine et le Nord-Vietnam, les fameuses négociations de Paris qui commencent, d'ailleurs c'est assez amusant, en mai 68. Bon. Je pense que les délégués des différents pays ont été un petit peu surpris du terrain sur lequel ils arrivaient. Mais ceci est un autre problème. Ouais. Bon, donc voilà, ça, c'est une politique qui a été construite, et il faut toujours rappeler que le général de Gaulle connaissait parfaitement les us et coutumes de la diplomatie et s'appuyait sur des diplomates de carrière qui d'ailleurs n'étaient pas des gaullistes au départ. Quelqu'un comme Couve de Murville, j'allais parler de lui. Il vient de Vichy. Absolument. Il vient de Vichy. Bon, donc voilà. Mais c'est cette idée qu'avait quand même le général de Gaulle qui était de dire il y a des institutions qui sont plus importantes que les hommes. Sur les hommes, on peut avoir tel ou tel avis. Mais le poids de l'institution dépasse celui des hommes. Or, le raisonnement que tient Emmanuel Macron est différent. Il considère que le poids des hommes, de la relation qu'il peut tisser avec certaines personnes, est supérieur au poids des institutions. Ce en quoi il fait preuve d'un esprit non démocratique. Car quelqu'un qui est démocratique, qui est un véritable démocrate, il a cette compréhension qu'une politique doit passer par des institutions. Que ça dépasse les hommes. Et ne peut pas passer par des relations interpersonnelles. Mais il y a l'idée aussi du temps long qu'il n'a pas, tout simplement. Il n'y a pas de ligne profonde qui suivrait, qui l'initierait, même pour ceux qui viendraient derrière lui. Tout à fait. Et donc là, on voit que le problème des relations franco-russes, c'est à la fois un problème de forme et c'est un problème de fond. Après, je dirais qu'il y a un autre niveau qui est l'adoption par des institutions culturelles en France d'une politique anti-russe. Je peux en parler dans le domaine universitaire parce que j'ai régulièrement des accrochages avec des responsables du CNRS sur cette question-là. Et on le voit d'ailleurs, on peut faire le même raisonnement sur le rapport avec des institutions qui sont liées à Israël. Qu'une institution universitaire, qu'une université, qu'une institution comme les langues orientales, et globalement qu'une université comme le CNRS, décide de pénaliser une institution particulière d'un pays parce que cette institution soutiendrait spécifiquement des politiques que nous considérons comme des politiques inadaptées. Oui. Par exemple,
il y a eu un débat au sein de l'école des hautes études pour savoir, alors débat auquel j'ai été spectateur puisque je ne vote plus, je suis retraité de l'école des hautes études, donc je ne vote plus aux assemblées générales. Doit-on couper les relations entre l'école des hautes études et toutes les universités israéliennes? Le vrai raisonnement aurait été de dire, avons-nous dans notre portefeuille de contact des institutions israéliennes dont la politique a été ouvertement une politique de soutien au gouvernement sur ce qu'il fait actuellement à Gaza, au Sud-Liban, bon, etc. Bon. Que l'on suspende les relations avec ces institutions, je suis entièrement d'accord. Oui. Que l'on suspende les relations avec l'ensemble des institutions, c'est idiot, et c'est d'autant plus idiot que très souvent on a des opposants à la politique du gouvernement israélien dans ces institutions. Et que c'est aussi des canaux pour... Voilà, et c'est exactement le problème avec la Russie. Le CNRS a décidé de couper toutes les coopérations avec la Russie. Ce qui est idiot. Ah oui, complètement. Ce qui est complètement idiot, parce que, d'abord, dans toute une série des institutions de l'Académie des sciences, il y a des gens qui n'approuvent pas la politique de Vladimir Poutine. Oui, mais même. Donc voilà, et globalement. Moi, ça va au-delà. C'est voilà, comme les sportifs, voilà, c'est comme les artistes. Voilà. Et globalement, nous continuerons toujours à discuter avec la Russie. Donc il faut maintenir un certain nombre de canaux, même si on comprend bien qu'au niveau diplomatique, une partie des relations soit gelée, mais il faut maintenir justement ces canaux. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a en plus un climat qui s'est créé en France, qui est aujourd'hui extrêmement problématique à la reprise d'une véritable diplomatie, si vous voulez, qui remettrait un petit peu les relations avec la Russie dans leur contexte. Et d'ailleurs, il faut dire une chose. Le général de Gaulle a tenu des propos très durs sur l'Union soviétique. Au moment de la crise des missiles de Cuba, il a soutenu sans ambiguïté le gouvernement américain. Bien. A-t-il imposé aux différentes institutions culturelles et scientifiques françaises de couper avec leurs homologues russes? Non. Parce qu'ils comprenaient qu'au-delà d'une crise momentanée, aussi grave soit-elle, et la crise de Cuba était quand même d'une réelle gravité, au-delà de ces crises, il faut être capable de penser le temps long et de penser le retour, justement, de ces relations. Donc là, si vous voulez, il y a une vice-directrice du CNRS qui est en charge des relations internationales, que je ne nommerai pas, ceux qui connaissent verront tout de suite de qui je parle, qui m'a envoyé un mail, un courriel, il y a quelques mois, pour dire, mais vous savez, Monsieur Sapir, que nous avons décidé d'interdire toute relation avec des institutions soviétiques. Or, je vois que vous maintenez le séminaire franco-russe. Bon, je lui ai répondu, je n'ai jamais été au CNRS. J'ai fait toute ma carrière à l'université, pas au CNRS. Donc, je ne vois pas en quoi ça me concerne. 2, je suis par ailleurs à la retraite. Donc, là aussi, je ne vois pas en quoi ce que vous dites me concerne. Et 3, excusez-moi, je vous emmerde. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile, comme le disait mon parrain Jacques Prévert. Voilà. Ouais. Depuis, les relations sont assez fraîches. Oui, j'imagine, mais c'est bien un peu de franc-parler de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui, parce que c'est à force d'avoir peur que par capillarité, on en vient à accepter des choses complètement inacceptables. Alors, je signale quand même qu'au niveau des ambassades, on a montré plus de bon sens. L'ambassade de France à Moscou a maintenu son programme d'invitation des jeunes chercheurs russes. Et l'ambassade de Russie en France maintient son programme d'invitation. Ça, c'est bien, ça. Ce qui prouve que, au niveau des diplomates professionnels
Bah oui. On comprend qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il convient de maintenir, malgré tout, des contacts. Eh bien, je pense que c'est un parfait point de conclusion sur l'ensemble de notre entretien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut voir plus loin. Il faut préparer aussi l'avenir. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je m'étais mise dans ce scénario fiction d'un éventuel mouvement politique. Mais bon, il faudrait l'émergence d'une figure qui soit de cet ordre-là, c'est-à-dire qui soit capable de comprendre ce temps long, de comprendre la nécessité pour les institutions de passer même au-delà des figures, des personnes, des intérêts Mais je pense qu'il y a et des postures surtout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans le personnel politique français, femmes et hommes, qui comprennent cela, quelle que soit leur position par rapport à la Russie. Je dois dire, bon, mais je suis persuadé qu'il y a des gens, alors ça peut, prenez même François Bayrou, alors bien sûr il n'interviendra pas là-dessus puisque ça fait partie du domaine réservé du président. Bon, mais sa politique, s'il pouvait avoir une politique sur ce terrain, serait beaucoup plus mesurée. Même chose chez les Républicains. On voit quand même l'évolution qu'a connue un personnage comme M. Pierre Lelouch. Ah, ça je suis d'accord. Avec lequel, ça, je suis j'avais eu... Entre les années 90 et maintenant, il s'est passé quelque chose. Des contacts assez rugueux, bon, mais qui aujourd'hui, mais il dit des choses... Oui, tout à fait sensées. Donc voilà, je pense que malheureusement, l'image internationale de la France a été capturée par Emmanuel Macron. Philippe de Villiers aussi dans ce genre. Oui, mais Philippe de Villiers est plus registre. Et plus marginal. Et plus marginal. Bon, donc voilà, même si on prend des dirigeantes ou des dirigeants politiques avec lesquels je peux avoir par ailleurs des désaccords, mais il y a quand même des gens qui, de ce point de vue-là, ont la compréhension qu'il y a des choses qu'il convient de maintenir. Et globalement, le problème, c'est qu'actuellement, nous sommes prisonniers de l'image qu'a créée autour de la France Emmanuel Macron par son comportement, pas par sa politique. Parce que certains aspects de sa politique, on peut être tout à fait d'accord, mais c'est son comportement général qui détruit d'ailleurs la possibilité de... C'est-à-dire il ruine ce qu'il fait. Voilà, tout à fait. De temps en temps, il a des bonnes déclarations, on se dit... Et puis 2 semaines après, il va c'est parce qu'il n'y a pas de ligne. Voilà. Et c'est ça le problème. Et comme il est comme cela, et comme je pense que les dirigeants russes l'ont parfaitement compris, eh bien, tant qu'il sera en place, très clairement, nous n'aurons aucun écho en Russie. Il faut le savoir. Pour que nous puissions avoir de nouveau un écho important en Russie, et que nous puissions re-rentrer dans cette logique de négociation, il va falloir qu'Emmanuel Macron parte. Il faudra donc attendre qu'il soit parti. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir partagé avec nous tous ces éléments terriblement concrets qui, j'espère, c'est moi qui vous en remercie. Voilà, vont contribuer à ouvrir un peu le spectre de la compréhension des choses. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour cet entretien, qui j'espère ne sera pas le dernier d'ailleurs entre nous. Mais voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.